Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec le TRM. C'est un sujet, très large et qui concerne toutes les entreprises. Comment mieux connaître, vos clients, ses clients? Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi sur nos fournisseurs à partir de données publiques? Donc c'est presque de l'espionnage, mais en toute légalité. Et avec de tout ça, va vous parler Michel Besson. Avant de lui donner la parole, je voudrais, tout simplement, vous prévenir que ce webinaire est enregistré pour pouvoir en faire un replay, qui sera mis en place sur notre, site internet Espace Adhérent, ainsi que cette présentation. Donc si vous êtes opposé à cet enregistrement, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Maintenant, sans transition, je laisse la parole à Michel. Merci beaucoup, merci Olga au nom de TLF de me permettre de partager la passion pour mon métier. C'est un métier, est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran? Oui. C'est un métier que je démarrais il y a près de 35 ans chez Dun & Bradstreet, qui est numéro 1 mondial du renseignement, puis que j'ai évolué dans différentes étapes, notamment bancaires. Je ne suis pas juriste, je suis vraiment un professionnel du renseignement, mais j'ai toujours fait du renseignement et du recouvrement, jusqu'à ma propre société BUIC pendant 27 ans que j'ai vendue pour créer la société UBI qui fait de l'enquête de terrain, j'y reviendrai, c'est vraiment décrocher ses téléphones et poser des questions pour prévenir les impayés, le risque fournisseur, mais aussi de la concurrence déloyale, faire des études de marché et d'autres choses. Je vous ai mis mes deux sites UBI et conférencier. Mon mail, si vous voulez me poser des questions ultérieurement, vous ne vous gênez pas, vous pouvez même m'appeler. Et en parallèle, j'ai toujours été journaliste, qui fait que toute ma vie, j'ai posé des questions. J'ai écrit un premier bouquin sur le renseignement commercial, c'est le seul qui existe en France. Et puis le deuxième sur les techniques de communication, comment je fais parler les autres. J'ai aussi une société dans le monde de l'événementiel et de l'organisation de concerts privés, mais ça, c'est pour le fun. Le renseignement commercial, voilà notre projet pour ce matin. Qu'est-ce que c'est? On va en parler. Un plan d'action lié à la crise qu'on m'a demandé en 2020 et qui est toujours d'actualité de mon point de vue, puisque la crise n'est pas terminée. Et puis on abordera les acteurs, les cotations, les sources, et parmi les acteurs, il y a surtout vous qui êtes en droit de questionner vos clients pour obtenir de l'information. Les principales applications du renseignement commercial servent à améliorer la gestion du poste client et développer le chiffre d'affaires. Vous verrez qu'il y a des slides qui sont un peu longues, mais c'est volontaire parce que vous aurez mon support. Et si dans 6 mois, vous revenez sur mon support, je souhaite que vous puissiez vous souvenir avec du détail de ce qui a été abordé. Alors que si je mets une belle image, ben, vous vous souviendrez plus de ce que j'ai voulu dire. Ça sert à optimiser le recouvrement de créances. Si vous accordez un moratoire à un client, ben, avant de le faire, il faudrait peut-être savoir s'il est en retournement ou s'il risque de déposer le bilan. Ce n'est pas la même attitude. Il faut vraiment se méfier de ça. L'ennemi du recouvrement, c'est le temps. Donc, anticiper le temps, mieux gérer le risque fournisseur, aider sa croissance externe. On peut faire de la recherche de croissance externe grâce au renseignement, faire des études de marché, s'intéresser à la moralité des affaires, les fameuses due diligence avant de racheter une entreprise ou même de contacter un nouveau fournisseur, démontrer une concurrence déloyale, se renseigner sur ses concurrents, se protéger des escroqueries et convaincre les assureurs crédits, c'est-à-dire de nous assurer mieux que ce qu'ils le font sur un client. On a prévu avec Olga que vous posiez vos questions à la fin de façon à ce que vous n'anticipiez pas mon déroulé. Il y a certainement des questions que vous aurez envie de poser et que vous trouverez la réponse un peu plus tard. Donc, on prévoit à peu près 45 minutes et un quart d'heure pour les questions. Alors, ce plan d'action qu'on m'a demandé, d'autres clubs de chefs d'entreprise m'ont demandé pendant la crise, il tourne autour du nerf de la guerre, c'est la trésorerie, le chiffre d'affaires, avec un fil conducteur aujourd'hui, et qui est mon dada depuis des années, c'est comment est-ce qu'on peut éviter les impayés, mais aussi sans se priver de chiffre d'affaires. Il est beaucoup plus facile d'ouvrir le parapluie régulièrement, alors que faire du business, eh bien c'est compliqué, on ne va pas se priver de business
sous prétexte qu'on a des doutes sur une entreprise. Donc, mon point de vue, c'est quand il y a une personne dédiée dans l'entreprise au risque client, voire au recouvrement, c'est qu'elle soit bien formée à répondre à tout type de comportement, y compris ce qu'on a connu pendant la crise. Je pense que c'est un peu atténué, mais des agressivités, des menaces. Je ne travaille plus avec vous. Je vous menace même de ne plus vous payer ou diminuer vos tarifs. La former à ne pas surréagir et à ne rien prendre pour soi. C'est facile à dire, mais c'est ce qu'aborde aussi mon ouvrage. Il y a des gens qui le font très bien. Et ne pas hésiter, surtout quand vous avez des équipes de plusieurs personnes, à former ces gens pour pas qu'ils le prennent pour eux et qu'ils le vivent mal s'ils sont agressés. Ne pas laisser décider seuls les enjeux importants. Tout au long de ma carrière, j'ai fait des tests et c'est du 100%, quasiment, même si le 100% n'existe pas souvent. Quand vous demandez à des personnes, il y a un risque de 500 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elles ont tendance, très sérieusement, à diviser par deux. Si c'est risqué pour 500 000, dites-moi pourquoi. Si c'est pas risqué pour 250 000, pourquoi c'est risqué pour 500 000? Ah ben oui, mais c'est quand même moins risqué. Oui, je comprends. Mais on est en train de perdre 250 000 de chiffre d'affaires. Et que ce soit dans les sociétés de renseignements commerciaux, que ce soit chez les assureurs crédit, partout où je suis passé, la tendance de l'humain, c'est de diviser par deux. C'est pour ça que je préconise qu'il y ait un comité d'arbitrage pour les enjeux importants, avec pourquoi pas le DAF, le DG, le PDG, qui viennent avec la personne dédiée dire, ben là, pour ce client-là, on va prendre le risque, on va pas prendre le risque, mais on le décide tous ensemble, en connaissance de cause, pour ne pas se priver de chiffre d'affaires. Il y a un tableau qui revient souvent dans ce genre de démonstration, qui est celui-ci, qui est très parlant, qui montre que pour un impayé de 100 000 euros en haut à droite, eh bien, il faut faire 2 millions de chiffre d'affaires supplémentaires uniquement pour couvrir cet impayé si on a un taux de marge de 5%. C'est énorme et ça parle bien de l'impact d'un impayé. 3 entreprises sur 10 meurent d'un impayé client, c'est la première cause de mortalité des entreprises. C'est donc très important de se pencher dessus. Et je préconise, là encore, dans mon plan d'action, qu'on s'intéresse tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, au top 10, puis au top 15, au top 20, au top 30, et s'intéresser notamment sous le regard de la marge. Qu'est-ce que font comme ces clients comme marge? Est-ce qu'ils sont plutôt sur les 5%, les 10%, les 20%? S'ils sont à 5%, mais leur impayé sera beaucoup plus impactant que s'ils sont à 20% de marge. Donc ceux qui traitent ces dossiers-là doivent être informés de la marge des clients et s'intéresser en priorité à ceux qui ont la plus faible de marge, donc un risque important d'impact de l'impayé. Si vous traitez avec une entreprise qui fait partie d'un groupe, il faut s'intéresser à ce groupe. Alors bien sûr, si vous traitez à hauteur de 1 000 euros, on ne va pas perdre notre temps, et c'est à ça que servent les bases de données, c'est de filtrer les risques faibles. Mais dès qu'on est sur des risques jugés dans l'entreprise importants, chez Total, un risque faible, ça pouvait être 1 million d'euros. Dans la PME, ça peut être 1 000 euros, et un risque important déjà à 20 000 euros. Donc chacun dans son coin va définir ses critères pour dire c'est quoi chez moi un risque fort. Et si je travaille avec une société qui fait partie d'un groupe, est-ce qu'elle va bien dans un groupe qui va mal? Est-ce qu'elle va mal dans un groupe qui va bien? Est-ce qu'elle va mal dans un groupe qui va mal? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je décide vis-à-vis de ce client? Il est très important d'être très réactif dès les premiers décalages. C'est valable pendant la crise et c'est valable tout le temps, de façon, puisque je l'ai dit, le temps, le délai est l'ennemi du recouvrement de créances. Il faut réagir le plus vite possible dès les premiers décalages de paiement. Et pour ça, eh bien, on surveille bien sa balance AG. On a des systèmes d'alerte, on met des suivis sur Infogreffe, et je parle beaucoup d'Infogreffe, je vous dirai pourquoi, et bien évidemment sur les acteurs du renseignement commercial, que je citerai un peu plus loin. Suivre les variations d'encours à la hausse, avec là encore des systèmes d'alerte. Si vous avez d'un coup d'un seul un client qui augmente ses encours, il faut chercher à savoir pourquoi. Si c'est impactant, si c'est pas impactant, on passe à autre chose. Si c'est impactant pour vous, en termes de risque, il faut s'intéresser et là, ne pas hésiter à entrer en contact. Cher client,
Je suis très heureux que vous nous fassiez plus confiance que l'année dernière. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Essayez de savoir si c'est parce qu'un de vos concurrents l'a laissé tomber, parce qu'il y a des risques que vous n'identifiez pas vous et que lui, il a identifié. Avec l'ensemble des clients, eh bien, faire en sorte de réduire les délais de relance et personnaliser les plus impactantes, toujours avec ces histoires d'impact de marge, mais aussi en termes d'opportunités de business. Et je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent en termes d'opportunités de business. Ce client-là, on pourrait faire 10 fois plus avec lui, donc on va être beaucoup plus présent avec lui, on va l'inviter à déjeuner, on va le rencontrer, et pour ça, il faut que je crée des liens, et pourquoi pas aussi travailler avec lui pour améliorer mes marges. Pendant la période de crise et en général, il est préférable d'être toujours les premiers à relancer dès qu'on sait qu'il y a un décalage de paiement. S'il y a un décalage de paiement chez nous, il est possible qu'il y ait des décalages de paiement chez les autres, mais il est possible aussi qu'on soit, nous, fournisseurs satellites, moins importants que d'autres, et qu'on soit les premiers à avoir des décalages de paiement. Donc il faut tout de suite s'y intéresser si c'est impactant. Je suis contre les menaces, ça ne sert à rien. La plupart du temps, on rompt le dialogue avec le client. Il vaut mieux rester clair, net, ferme, mais rester fixé sur les contrats. Vous n'avez pas respecté votre contrat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez pour respecter votre contrat? Et travailler autour de cela. Si vous pouvez vous le permettre en termes d'effectifs, mais je vous y encourage vraiment, c'est de relancer avant la date d'échéance des factures pour anticiper les litiges et les prétextes. Je n'ai pas reçu votre facture, j'ai reçu 80 stylos alors j'en avais commandé 100. Est-ce que je peux vous demander de me payer tout de suite les 80 et puis je vais voir ce qu'on peut faire pour les 20 restants? Est-ce que vous en avez besoin? Oui, j'en ai besoin. Vous confiez ça aux commerciaux, ça ne suffit pas. Il faut que la personne dédiée au risque client et au recouvrement s'intéresse et suive le cheminement du commercial qui va régler le litige. Parce que si vous contentez de relancer 15 jours après, un mois après, la facture qui restait impayée, vous risquez de vous rendre compte que le litige n'a jamais été traité. Si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est du vécu avec mes 35 ans de métier. Retenez que vous pouvez intelligemment menacer certains clients en disant « je suis obligé de vous signaler à la DGCCRF ». Et ça, c'est intéressant parce que la DGCCRF ensuite s'intéresse à l'entreprise et elle publie la liste des entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement. Et c'est public. N'hésitez pas également à solliciter le médiateur du crédit sur son mail pour signaler des comportements, notamment de grands groupes qui font traîner les paiements alors qu'ils devraient respecter les lois en vigueur avec un maximum de 60 jours. Envisagez et encadrer une politique de remise. Ne laissez pas une personne décider de quelle remise elle doit faire au client, mais fixez-lui un cadre. Et quand c'est très impactant sur des gros clients, ben pareil, le comité d'arbitrage doit pouvoir dire sur ce client, oui, il demande une remise, il ne va pas très bien, on lui accorde. Mais ça aussi, c'est du vécu. J'ai remarqué que régulièrement, quand vous confiez ça à des télérecouvreurs, ils vont avoir tendance à allonger les délais et à accorder des remises. N'hésitez pas, je l'ai vécu là avec une entreprise que j'accompagne sur Dijon, c'est des gens qui n'avaient pas du tout la culture des acomptes, alors qu'ils avaient des problèmes de trésorerie. On a commencé à mettre en place des demandes et demander des acomptes aux nouveaux clients. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui était choqué. Et ensuite, on a très vite eu un impact sur la trésorerie qui commençait à souffler un peu. C'est ce dont on avait besoin. Pareil, si vous discutez avec un client et il s'avère qu'il a des difficultés et qu'il vous le dit, tâchez tout de suite de demander un acompte immédiat et ensuite commencer à parler avec lui sur sa situation. Et dire, bon, je comprends, est-ce que vous pouvez m'envoyer un acompte avant de commencer à accorder des délais? Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Évitez les règlements par chèque, parce que là, on a des impayés beaucoup plus importants que sur la carte bancaire et les virements. Et si vous êtes sûr qu'en discutant avec lui ou par les renseignements que vous obtenez à droite à gauche, notamment auprès des sociétés de renseignement, que l'entreprise va très mal, si vous acquérez la certitude qu'elle va très mal, eh bien, il est préférable de garantir d'urgence la créance, d'obtenir un titre exécutoire et d'exécuter, quitte à perdre la relation commerciale avec le client.
Sur les nouvelles commandes et les nouveaux clients, privilégier des prospects solvables, grâce notamment aux sites d'enseignements commerciaux, qui sont capables de vous filtrer les prospects et vous dire s'ils vont bien, s'ils vont mal. Valider l'existence réelle du client, ça peut paraître étonnant, mais est-ce qu'il existe bien, même en France, et surtout à l'international? Demandez-lui sa cotation Banque de France avant la crise. Quand une entreprise dispose de sa cotation Banque de France, elle lui appartient, elle peut donc la communiquer. Et si vous avez des clients auxquels vous demandez, par exemple, le bilan, parce qu'il y a désormais 70% des entreprises qui ne publient pas leur bilan ou qui demandent la confidentialité de leur bilan au greffe, eh bien, vous pouvez les convaincre de vous communiquer leur cotation Banque de France. Et même, je vous encourage à demander la cotation Banque de France en 2019, avant la crise, et celle d'aujourd'hui. Et si vous apercevez que la cotation Banque de France avant la crise était déjà fragile, on peut penser que la crise n'a pas arrangé les choses. Toujours se positionner au futur, en regard d'un futur contentieux, c'est-à-dire se dire, ben, ce client qui va bien aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, il me devra de l'argent, les relations seront rompues. Donc, quel type d'informations je peux lui demander tout de suite? Vous avez intérêt, dès l'ouverture d'un compte, à demander non pas une banque, mais toutes ces banques, de façon à pouvoir faire des saisies le jour venu. Et généralement, quand on est à l'ouverture d'un compte, ça passe très bien de demander des informations. Les clients, les prospects trouvent ça normal. Alors, ces recherches de banque peuvent être faites aussi sur les statuts de constitution de l'entreprise. Dans 80% des cas, on trouve la banque d'origine. Et puis sur Infogreffe également, sur tout ce qui touche la rubrique endettement, le crédit bail ou le nantissement, où là on va pouvoir identifier des banques et les confier à un huissier ou un avocat pour faire des saisies. Là, je vous parlais à la slide d'avant du CABIS ou l'équivalent. Je joins ça à une remarque. Attention à l'euphorie liée aux nouvelles commandes. Je vous donne un exemple d'une entreprise dans le Nord qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires et elle voit arriver une commande du Japon de 70 000 euros. Et à la suite de ça, elle livre et elle a un impayé et elle me questionne en disant est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dis oui, on va pouvoir faire quelque chose. Et on rappelle quelques jours plus tard en disant ben, on ne peut rien faire parce que l'entreprise japonaise n'existe pas. Et je demande mais comment se fait-il que en faisant 1,5 million de chiffre d'affaires, vous preniez le risque de livrer à 70 000 euros à une adresse extrêmement curieuse et une entreprise japonaise qui n'existe pas? Bah, effectivement, on était dans l'euphorie d'une commande qui est arrivée toute seule. On ne s'est pas méfié parce que ce n'était pas la Russie, ce n'était pas l'Italie, c'était le Japon qui est un pays, généralement, où les gens sont fiables. Et on était tellement content d'avoir une commande qu'on a livré sans se renseigner. Ça a plombé l'exercice, mais ça aurait pu aussi être beaucoup plus impactant et entraîner au dépôt de bilan. Donc l'équivalent maintenant d'un extrait CABIS existe pratiquement dans tous les pays du monde. C'est pas aussi complet, c'est pas aussi intéressant, mais ça existe et valider que l'entreprise existe bien, même en France, c'est une première des choses que l'on doit faire en France sur Infogreffe et pas demander l'extrait CABIS à l'entreprise elle-même qui peut, j'en ai publié un dans mon bouquin, donc c'est pas de l'invention, être un faux. La vigilance doit être maintenue à un niveau élevé puisqu'aujourd'hui les procédures de dépôt de bilan augmentent jusqu'à la clôture des bilans 2022. N'hésitez pas à demander les bilans 2022 à vos clients, c'est tout à fait normal. Le crédit bancaire, le crédit fournisseur gratuit est 3 fois supérieur au crédit bancaire à court terme. Vous n'avez aucun banquier qui a un blocage psychologique pour demander des bilans et des renseignements à un client alors qu'il va le faire payer. Vous accordez du crédit fournisseur gratuit, il est tout à fait naturel que vous demandiez des renseignements à vos clients en direct pour les plus impactants et même leur bilan, puisque aujourd'hui 70% ne sont plus disponibles. La veille en place Infogreffe est très intéressante. Ça coûte à peu près 8 euros pour avoir la totalité, puisqu'elle va nous alerter notamment de tout ce qui est des changements de date de clôture, de report d'assemblée générale, des inscriptions de privilèges. Alors, s'il y a des mots que je cite que vous ne comprenez pas, vous me demanderez des explications à la fin. Vous êtes peut-être déjà client d'une base de données de renseignement. Je vous les ai cités en bas du slide, Altares, CreditSafe, Elisphère, Infolégal, Pouet, ils ne sont pas légion, ils sont très peu nombreux.
Ils vous permettent d'avoir un véritable tamis pour dire je prends pas, surtout si vous avez du volume. Ce sont des bases de données de data aujourd'hui qui sont fiables, mais qui sont fiables dans le sens de prévenir les impayés à tout prix et pas forcément dans le sens développement du chiffre d'affaires. J'ai un point faible pour Altares parce que c'est une entreprise qui, depuis des années, récupère les balances âgées de cette entreprise dans le monde entier et est capable de vous alerter en premier sur les expériences de paiement de vos clients en disant, ben voilà, jusqu'à présent, ils payaient à 15 jours, maintenant ils payent à 18, maintenant ils payent à 20, et ils vous alertent au fur et à mesure que vous consultez des décalages de paiement de vos clients. Vous le ressentez aussi ou vous ne le ressentez pas, il est temps de décrocher votre téléphone et de voir ce qui se passe avec votre client parce que c'est un vrai indicateur. Regardez la phrase que je vous mets un peu plus bas. Plus de 30 jours de retard égale risque de cessation des paiements 6 fois plus élevé. C'est le seul Altares qui fasse ça, qui le fasse dans le monde entier et qui le fasse depuis plus de 40 ans. Je vous ai mis un rappel de la cotation Banque de France pour vous dire aussi qu'elle a changé en janvier 2022 et que si vous demandez la cotation 2019, ben vous aurez une différence avec celle aujourd'hui de la cotation 2023. Et vous voyez, quand je vous dis, ben, est-ce qu'il vous communique une cotation Banque de France, par exemple, de 4, c'est plutôt rassurant. Si elle est de 3, ben, c'est des entreprises qui ont certainement les moyens d'avoir passé la crise, même avec des difficultés. Alors que s'ils étaient en 5 ou en 6, ça n'a pas dû arranger les choses, et c'est sans doute cela qu'il faut suivre en priorité. Au vu de l'augmentation prévisible des faillites, on peut aussi se poser la question de recourir à une assurance crédit qui va vous assurer, c'est un assureur, c'est pas une société de renseignement commercial. Son objectif, c'est pas de vous fournir de l'information, même si vous avez parfois l'impression que ça sert à ça. L'objectif, c'est de dire j'assure ou j'assure pas. Et il y a des différences entre le comportement d'un assureur crédit qui dit ben, cette société, vous me demandez 100 000 euros, je vous l'accorde 50 000, et vous demandez un renseignement commercial à une enquête de terrain, c'est-à-dire des gens que je vous ai cités également en bas, Cristal Crédit, Intersud, Urios et ma société UBI, et qui vont décrocher leur téléphone, qui vont appeler des sources et qui vont vous dire là, sur cette entreprise, il n'y a aucune raison de ne pas travailler à hauteur de 100 000 euros. Et vous pouvez revenir auprès de votre assureur crédit en disant je ne comprends pas, j'ai un renseignement qui date d'hier, que j'ai payé et qui dit que ça va bien, que l'entreprise aujourd'hui est capable de soutenir un encours à hauteur de 100 000 euros. Et vous allez voir que régulièrement, vous allez faire bouger les lignes et que l'assureur crédit peut passer dans un certain nombre de cas de 50 000 à 100 000 euros. Moi, je vis toujours les périodes difficiles comme des opportunités. Donc, est-ce que cette période difficile peut être l'occasion de créer des liens privilégiés avec les clients, tout en étant sous haute surveillance, créer des liens, c'est-à-dire déjeuner avec eux, les appeler régulièrement, s'intéresser à eux, de façon à voir s'ils font partie de ceux qui souffrent, et de voir aussi si on peut les aider. Ils en seront reconnaissants en fin de crise, en sortie de crise. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a encore de l'endettement, il y a encore des trésoreries fragiles, il y a encore des PGE à rembourser. Et tout ça avec des entreprises qui, et on verra encore dans 2023, on est passé de 62% de bilan non publié ou confidentiel en 2021 à 70% en 2022. Il n'y a pas de raison que ça n'augmente pas encore en 2023. Donc il faut les demander aux clients et identifier aussi vos dépendances vis-à-vis de vos clients et même de vos fournisseurs et tenter d'en sortir. C'est jamais évident, mais c'est une stratégie à tenir. Alors, j'ai 3 dadas dans mon métier. Le premier, c'est de ne jamais extrapoler la situation financière d'une entreprise. C'est pas parce qu'on a refait les locaux et que le patron s'est acheté une belle voiture que ça va bien. Ça, c'est de l'extrapolation. Il faut se renseigner en posant les bonnes questions et se renseigner en se mêlant de ses affaires. Se mêler de ses affaires, j'aime bien le dire. C'est-à-dire, je dis à vous, mêlez-vous de vos affaires. C'est tout ce que je viens de dire en amont. Intéressez-vous à vos clients, n'hésitez pas à les questionner. Ne faites pas de blocage psychologique, vous êtes en droit de leur poser des questions. Et si vous faites des blocages psychologiques ou si vos collaborateurs, collaboratrices font des blocages psychologiques, que j'ai connus chez Somfy par exemple, on m'avait demandé d'intervenir dans une équipe de credit management parce qu'on leur demandait de demander les bilans aux clients 3 mois avant la publication au greffe
de façon à raccourcir les délais de connaissance des clients, bien blocage psychologique, ils ne se sentaient pas le courage de le faire, et je leur ai expliqué qu'en se mettant dans la peau d'un banquier, ils allaient pouvoir obtenir un état d'esprit qui allait leur permettre de passer outre ce blocage psychologique qui n'a pas lieu d'être quand on accorde du crédit fournisseur gratuit à des clients. Je vous donne un exemple de ce que c'est que de se mêler de ses affaires. Ça fait des années que je m'intéresse au cas du Lido, cabaret de spectacle à Paris. En 2006, le Lido fait plus de 10 millions de pertes. Et en 2006, panique générale chez les fournisseurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un client qui a une perte aussi importante? On est tenté d'arrêter ou de le faire payer au cul du camion. Je suis bien placé pour en parler à des adhérents de TLF. Vous devez savoir ce que c'est que le cul du camion. Et là, les années passent et vous arrivez à un moment donné, en 2016, en 2015, regardez les fonds propres négatifs, 21 millions d'euros de fonds propres négatifs, c'est énorme, avec toujours des pertes très importantes. On continue les années suivantes, 86 millions de fonds propres négatifs, c'est-à-dire que vous n'aurez plus une société de renseignement commercial data qui vous donne des bonnes informations, c'est impossible quand on connaît ces chiffres. Vous n'aurez plus aucun assureur crédit qui vous assure une société avec des fonds propres négatifs de tel niveau. Et pourtant, le Lido n'a jamais déposé le bilan. Pourquoi? Parce que le Lido a été racheté par Sodexo dès 2006 et que le Sodexo a soutenu le Lido. C'est ce qu'on appelle une information stratégique. C'est une information qu'il faut connaître. Celle-ci était connue parce que c'est le Lido et que c'est paru dans la presse. Mais si c'est une PME que personne ne connaît et qui est rachetée par une société solvable ou un groupe solvable, bien c'est en se mêlant de ses affaires, en se rapprochant de son client, en lui demandant dites donc, je viens d'apprendre que vous avez eu des difficultés en 2021, qu'en est-il? Ah, on a été racheté par Sodexo. Et aujourd'hui, on est complètement soutenu par Sodexo. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et là, vous pouvez négocier, pourquoi pas, des prises de garantie. Moi, j'ai un peu peur de continuer à travailler avec vous. Qu'est-ce que je peux obtenir? Il y a d'autres concurrents à vous qui ont obtenu de Sodexo des garanties. Vous pouvez tenter votre chance également. Quel type de garantie? Et tout faire pour ne pas perdre le client quand on a une information de ce type. Alors depuis, le Lido a été racheté par Accor, mais c'est une belle histoire en matière de prévention du risque et de renseignement commercial, parce que c'est normal, les machines, les data vont analyser le bilan et avec des chiffres pareils vont tout mettre en rouge. D'ailleurs, regardez la notation de société.com. D'ailleurs, il y a peu de gens qui savent que sur société.com, on peut trouver une analyse financière pour les entreprises qui publient leur bilan. Le Lido a toujours continué à publier son bilan et elle donne un avis défavorable rouge pendant des années, comme les sociétés de renseignement commercial en général, alors que le Lido reste solvable, pour les raisons que j'ai indiquées. Cette légitimité à poser les questions, ça m'a toujours passionné parce que j'ai dirigé des équipes dans le groupe Lyonnaise de Banque de 150 personnes et ça m'a toujours interpellé de voir à quel point des gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur diplôme, qu'ils viennent de l'assurance crédit ou qu'ils viennent de la banque, qui n'osent pas poser certaines questions aux entreprises pour leur accorder du crédit fournisseur gratuit. Alors vous avez une possibilité qui est de passer outre ce blocage psychologique en vous abritant sur les questionnaires proposés par Infogreffe, apposés à vos clients, mais pas uniquement à vos clients, vous pouvez aussi faire le test sur votre propre entreprise. Et là, vous abordez un certain nombre de questions et vous pouvez dire, écoutez, actuellement, je suis en train de revoir la situation de mes clients. Est-ce que vous acceptez de répondre au questionnaire proposé par Infogreffe, qui est très court, et qu'on en discute ensuite en fonction de vos réponses? Là encore, vous aurez peut-être un taux d'échec, mais il y a très peu de chances pour qu'on vous le refuse. Et vous, ça vous abrite sur le fait que ce n'est pas votre idée à vous, c'est l'idée d'Infogreffe. Parmi les questions qui reviennent souvent, qui sont importantes aussi, qui peuvent aller au-delà du questionnaire Infogreffe, c'est la dépendance à un client ou quelques clients. La dépendance en général, la crise nous a montré que le terme dépendant, le mot dépendance, est revenu tout le temps, dépendance aux masques, dépendance à la Chine, dépendance aux
respirateurs. Bref, le mot dépendance doit être notre obsession, à la fois dans la gestion de nos entreprises, mais aussi dans la gestion de nos risques. Dépendance à un client, c'est jamais très bon. Donc si notre client est lui-même dépendant d'un client et qu'il est important, on peut, pourquoi pas, se renseigner sur le client de notre client quand les risques sont suffisamment importants pour que ça vaille le coup. Les risques cyber, désormais, on a une statistique faite par Dun & Bradstreet Altares qui veut qu'une entreprise qui subit une cyberattaque, à 90%, c'est la demande de rançon, et bien 6 mois plus tard, elle connaît des difficultés financières et dans 50% des cas, il y a un dépôt de bilan à la suite d'une cyberattaque. Aujourd'hui, si vous apprenez dans la presse qu'un de vos clients a fait l'objet d'une cyberattaque ou qu'il s'en ouvre à vous, parce qu'il se doit de s'en ouvrir à vous, vous êtes fournisseur et on a attaqué sa base de données, donc vos informations peuvent être impactées, il doit vous le dire, méfiance, les clignotants s'allument, parce que statistiquement, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui, 6 mois plus tard, vont rencontrer des difficultés. Une seule banque aussi, ça fait partie des critères qui nous intéressent, c'est pas recommandé d'avoir qu'une seule banque. Et puis les alertes, attention au changement, donc tout ce qui est changement de date de clôture des comptes, la non-publication des comptes alors que jusqu'à présent on les publiait, changement d'interlocuteur, changement de dirigeant, je voulais aborder tout à l'heure notamment l'augmentation de la commande, déménagement, changement de banque, des procès, toutes ces informations qui doivent vous alerter et vous inciter à vous rapprocher de votre client. Je vous encourage à vous abonner à la base de données Doctrine, qui est plus connue chez les avocats. Vous avez 7 jours de test gratuit, ne vous en privez pas. Prenez le test gratuit pendant 7 jours et regardez tout ce que ça peut vous apporter. Faites des tests sur vos clients, vos concurrents, et regardez si vous avez des concurrents qui sortent et qui sont en procès avec des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez en sortir en matière d'information et de veille concurrentielle? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de démarcher le client avec lequel il est en procès, si jamais c'est un client? Et si votre client lui-même est en procès avec une, voire plusieurs entreprises, à ce moment-là, quelles leçons en tirer? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des difficultés financières dans les mois qui suivent les jugements? Pour l'international, pour ceux d'entre vous qui gèrent l'international, tout ce qu'on dit sur le renseignement commercial est valable, si ce n'est que chaque pays a ses singularités. Par exemple, en Suisse, vous avez une base de données qu'on appelle l'Office des poursuites. Les Suisses ont la culture du secret, ne publient pratiquement rien, mais si vous savez le faire, si vous savez être habilité, vous avez l'équivalent en Suisse d'une base de données qui pourrait être la base de données centralisée qui n'existe pas en France, de tout lisifié de France. Mais vous avez ça qui est équivalent en Suisse. Et chaque pays comme ça, vous découvrez qu'il y a des singularités, des particularités. Et quand on fait son métier de renseignement commercial, on les connaît, ces particularités. Il faut également ne pas avoir d'extrapolation sur dire, ben, tiens, dans tel pays, je ne trouverai pas ceci, je ne trouverai pas cela, notamment le Luxembourg est opaque. Vous êtes souvent surpris par tout ce qui est publié dans les pays et pas qu'en France. Je prends un exemple d'une entreprise française qui ne publie pas ses bilans en France, mais on sait que sa maison mère est au Luxembourg. 5 minutes après, on tente notre chance sur l'équivalent du registre du commerce du Luxembourg. On découvre que la maison mère au Luxembourg publie ses bilans et que dans le bilan de la maison mère au Luxembourg, la société française, les chiffres de la société française représentent 96%. Autant dire que cette entreprise française qui veut cacher ces chiffres, en réalité, ils sont disponibles au Luxembourg dans la quasi-totalité. C'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. La formation publique vaut la peine sur les clients et sur les concurrents qu'on tente sa chance, qu'on achète les informations disponibles, qu'on les lise et qu'on regarde tout ce qu'elle nous communique. Alors là, je vous ai décrit un peu la démarche que nous avons quand on s'intéresse à l'international. À chaque pays son registre. Je vous ai mis un peu plus loin l'accès à tous l'équivalent des registres du commerce en Europe. Et voilà, par exemple, un document qui est extraordinaire, je trouve, puisqu'on est dans les îles Caïmans.
Un de nos clients nous interroge sur une entreprise dans les îles Caïmans. Dans les îles Caïmans, on a une demande sur une entreprise et on s'aperçoit que cette entreprise, en trouvant un document qui est vraiment un document très succinct, mais qui a le mérite d'exister, qu'on a eu du mal à trouver parce que les informations pourtant publiques sont très faciles à détecter. Il n'y a pas, comme chez nous, infogreffe sur la place publique. Et on découvre cette entreprise sur laquelle nous sommes questionnés, eh bien, elle est en liquidation. Donc, on va se poser la question de savoir pourquoi elle est en liquidation. Et c'est le seul document que nous avons. Nous démarrons toujours par l'information publique, chercher est-ce qu'elle existe, qu'est-ce qu'elle nous indique, qu'est-ce qu'elle nous donne. Et après, on a une obsession, c'est de remonter les organigrammes et de chercher tout l'environnement d'une entreprise. Sur la France, il y a beaucoup d'informations, notamment, vous avez tendance à vouloir aller sur société.com par facilité ou sur Vietnam Papers, alors que la formation la plus fournie reste Infogreffe, où vous trouvez notamment l'état d'endettement avec des inscriptions de privilèges, mais pas que. Vous avez aussi des informations sur des comportements de banques qui prennent des nantissements. Vous avez de l'information publique sur le crédit bail des entreprises, et là, ça vous permet de trouver des banques et de voir un peu quels sont les investissements effectués par vos clients. Je vous ai remis une couche sur Altares et ses expériences de paiement. Les procédures judiciaires qu'on trouve là sur la plupart des bases de données, mais bien évidemment sur Infogreffe. Et je vous incite à régulièrement mettre vos clients les plus impactants sous surveillance des acteurs de renseignement commercial dits de data, et sur Infogreffe, pourquoi pas, société.com ou Papers. Voilà l'accès à l'ensemble des registres du commerce en Europe et même dans certains autres pays dont vous pouvez avoir accès grâce aux liens que je vous indique et qu'on peut retrouver d'ailleurs aussi sur Infogreffe. Infogreffe a ceci d'étonnant, c'est que depuis quelque temps, comme je vous l'ai dit, vous avez de plus en plus de comptes qui sont en déclaration de confidentialité. Et donc, vous pouvez obtenir pas grand-chose, voire rien du tout. Mais Infogreffe met à votre disponibilité maintenant des documents, soit provenant de l'Association française des credit managers, qui coûtent quelques euros, c'est pas gratuit, c'est payant. L'association des credit managers et le métier du renseignement commercial a accès au bilan sous confidentialité. Et donc, là, vous avez la possibilité, sans avoir les chiffres de l'entreprise, mais au moins de savoir que cette entreprise qui ne veut pas communiquer sur ses bilans, qui a demandé la confidentialité au greffe, eh bien, elle est notée 2 sur 20 parce que la FDCC a accès à ces bilans. Et vous avez un autre acteur qui s'appelle Nota PME, qui lui va beaucoup plus loin encore dans les registres, dans les graphiques, sur une entreprise qui a demandé la confidentialité de ses comptes, et pourtant, vous avez là la note de ces grands équilibres, alors que vous n'avez pas les chiffres, mais vous savez au moins si, d'un point de vue du bilan, l'analyse financière est bonne sans avoir les chiffres. Vous avez également quelque chose qui apparaît désormais aussi sur Papers, qui est la situation judiciaire d'une entreprise avec tous les procès qui sont parus, qui ont été publiés au greffe du tribunal de commerce suite à des procès du tribunal de commerce. Ça, c'est très intéressant pour suivre vos clients et vos concurrents. Alors, les bases de données traditionnelles, on les connaît. Moi, j'insiste beaucoup sur Infogreffe. Société.com, c'est encore celui qui est le plus consulté, mais il est rattrapé par Papers, qui a une convivialité et tous les documents gratuits quand Société.com fait encore payer des documents. Sur Papers, vous avez une cartographie gratuite qui est extrêmement bien faite puisque chaque bouton vous permet d'accéder à une entreprise qui a un lien avec Jean-Michel Aulas, là dans l'exemple, ou une société Holnest. Eh bien, vous appuyez sur le site, sur le bouton Olympique Lyonnais, et là, vous accédez et vous pouvez voyager à l'intérieur d'un groupe. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était intéressant de s'intéresser à un groupe pour savoir s'il est solvable. Il est également important de s'intéresser à un groupe si vous travaillez déjà avec des filiales pour voir de quelle manière vous pouvez travailler avec d'autres filiales puisque vous avez déjà une référence dans ce groupe. Cartographie Papers, extrêmement intéressante. Les bases que nous utilisons encore sont les bases de données de type Factiva, notamment pour la presse internationale et notamment pour les États-Unis,
pour obtenir des chiffres, parce qu'aux États-Unis, on trouve pratiquement aucun chiffre sur les entreprises. Et puis vous avez des bases de données très intéressantes sur la presse française, Presse-Aide, Légifrance, sont toutes des bases qui sont payantes. Doctrine, je vous en ai déjà parlé, Doctrine, c'est très intéressant parce que vous avez la possibilité de tester pendant 7 jours, ne vous en privez pas. Et puis vous avez quelque chose aussi que nous aimons beaucoup, nous ici, c'est Import Genius. Import Genius, c'est une base de données des douanes dont une partie est gratuite et elle vous permet d'obtenir des informations sur les fournisseurs et les clients de votre concurrent ou de votre client. La source fournisseur, c'est-à-dire que si vous arrivez à questionner le fournisseur d'un de vos clients, c'est une source qui est souvent meilleure que la source bancaire parce que le fournisseur va pouvoir vous dire à quelle hauteur il traite avec votre client. Est-ce qu'il est assuré crédit? Est-ce qu'il a demandé des renseignements commerciaux à une société de renseignement et combien elle est notée? Est-ce qu'il a visité son client? Et généralement, ce type de questionnement, sauf si c'est un concurrent direct à vous et qui ne veut pas vous renseigner, mais pour nous, société de renseignement commercial qui décrochons nos téléphones, quand on appelle les fournisseurs d'une entreprise, c'est pratiquement 95% de réussite avec des gens qui nous renseignent très très bien et avec de l'information qui vaut de l'or. Voilà le type d'information que vous trouvez. C'est assez étonnant pour ceux qui ne connaissent pas sur les clients et les fournisseurs d'une entreprise. Ça peut être vous, bien évidemment, et vous ne le savez pas que ces informations-là sont publiques. En conclusion, puisqu'on arrive à 45 minutes, je vous propose de faire les choses à l'envers, de vous poser une question à l'envers et de vous dire, pour vous confronter à votre organisation, comment faire pour subir un impayé? Et là, vous vous mettez à plusieurs dans l'entreprise et vous commencez à lister toutes les réponses à cette question. Et vous voyez ensuite si, par rapport à cette question que vous venez d'inventer, vous êtes bon ou si vous avez des failles dans le système. Je vous remercie. Beaucoup, Michel. Merci pour votre Génial. confiance à TLF.